Bon, merci beaucoup à tous pour votre disponibilité, pour votre présence. Donc l'objet de cette conférence de presse, c'est de présenter les vœux à la presse, les vœux du groupe des élus au Rassemblement national au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc je vais commencer par vous présenter au nom du groupe nos meilleurs vœux. D'abord la santé, c'est important, pour vous et vos proches, ainsi qu'un épanouissement dans votre profession. Donc dans ce contexte d'abstention endémique, je dirais même de désertion démocratique, eh bien nous ne voulons pas que le débat soit asphyxié par le Covid. Nous ne voulons pas que notre mandat de conseillers régionaux soit apparenté à un mandat covidentiel. Et donc, nous souhaitons travailler avec vous en bonne intelligence parce que nous considérons aussi que vous avez un devoir, une mission particulière, c'est celle de faire vivre le débat démocratique et surtout d'éviter le désintérêt démocratique. Donc voilà comment nous souhaitons travailler en bonne intelligence avec vous. Déjà, nous nous efforçons de vous tenir le plus informés possible de notre action au Conseil régional. Nous avons bien conscience que l'institution régionale est une institution parfois particulière à cerner. C'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas vraiment ce qui se passe au Conseil régional et c'est bien normal, surtout depuis la fusion des régions où on a des mastodontes administratifs, où il y a eu par ailleurs des transferts de compétences et donc c'est vrai que les gens font assez mal la distinction entre le département et la région. Donc nous souhaitons travailler avec vous en tant que professionnels et donc nous vous envoyons régulièrement nos communiqués de presse. Et je vous remercie par ailleurs d'en faire écho parfois dans vos lignes. Et par ailleurs, nous jouons le jeu, c'est-à-dire que nous répondons à vos sollicitations. En tout cas, nous essayons le plus possible de décrocher rapidement notre téléphone quand vous avez besoin de nous poser une question. Et donc dans ce contexte de grande mutation numérique, nous avons décidé de rendre cette conférence de presse particulièrement accessible. Nous avons beaucoup de respect pour les rédactions et surtout pour les petites rédactions qui parfois n'ont pas les moyens de se déplacer ici, au chef-lieu de la région à Bordeaux. Et nous voulons quand même être au plus proche des territoires et nous savons que beaucoup d'éditions locales sont aussi au plus proche des territoires. Donc nous avons décidé d'innover et c'est pour ça que nous vous proposons cette conférence de presse. Vous pouvez y assister par 3 moyens. Le premier, c'est le moyen traditionnel, c'est-à-dire en présence. Le deuxième moyen, c'est en distanciel, donc grâce à l'ordinateur. Et nous allons aussi mettre cette conférence de presse en ligne sur la chaîne YouTube de notre groupe au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Comme ça, certains de vos confrères pourront aussi regarder cette conférence de presse en replay. Voilà. Donc mon intervention va s'articuler en 2 points. Le premier, nous voulons vous rendre compte, faire un bilan de mandat, et un deuxième point, nous parlerons bien sûr de l'actualité nationale, et enfin naturellement bien sûr nous nous tiendrons à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Alors le premier point, en ce qui concerne notre bilan depuis ces quelques mois au Conseil régional, eh bien nous tenions d'abord à remercier les 290 000 électeurs qui ont décidé de nous faire confiance et qui nous ont permis d'avoir 26 élus. Et surtout, le bon sens et la confiance de ces 290 000 électeurs ont permis au Rassemblement national, pour la première fois de l'histoire de la Nouvelle-Aquitaine, de devenir la première force d'opposition au socialisme. Alors bien sûr, nous remercions ces électeurs et ensuite nous avons envie de leur dire que nous serons à la hauteur de leurs attentes. C'est-à-dire que nous travaillons. Nous distinguons par notre assiduité et aussi par la transparence. C'est pour ça que nous rédigeons très régulièrement des communiqués de presse qui sont disponibles sur les réseaux sociaux. Nos interventions en hémicycle sont par ailleurs filmées et aussi retransmises sur les réseaux sociaux. Nous faisons beaucoup de terrain. Nous nous caractérisons, nous nous définissons comme des élus accessibles et en tout cas très proches des électeurs. Nous avons conscience de la responsabilité qu'est la nôtre d'être donc le premier groupe d'opposition et en définitive, même j'ai envie de vous dire, la seule opposition. Parce que nos collègues des Républicains, ils se caractérisent, eux, par leur
inexistence ou alors par leur docilité. Et c'est peut-être pour cette raison que le président Alain Rousset a décidé de ne pas confier la présidence de la Commission des finances au Rassemblement national, donc premier groupe d'opposition, comme le veut le principe pourtant très républicain, mais il a décidé de confier la présidence de la Commission des finances aux Républicains qui, à l'occasion de la dernière Commission des finances, ont brillé par leur absence, c'est-à-dire que nous avons tenu une Commission des finances sans président de la Commission des finances. Ensuite, nous siégeons avec des élus écologistes qui, eux, se distinguent par leur caricature. Je pense bien sûr à leurs interventions parfois lunaires, à leur déconnexion du terrain, à leurs propositions qui sont inapplicables et parfois à leur comportement qui nous laisse sans voix. Je pense bien sûr à la dernière séance plénière où Monsieur Carfa Diallo s'est cru au cirque. Et enfin, le dernier groupe d'opposition, c'est le groupe La République En Marche, qui est très divisé aussi. En fait, on ne sait pas qui siège avec les centristes, avec La République En Marche. Par contre, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils siègent en pointillé. Et oui, ce sont des élus par intermittence. Ils viennent le lundi matin pour faire une petite intervention. En revanche, le lundi après-midi ou le mardi, ils sont plus là. C'est sûr, c'est pas facile d'être ministre, d'avoir pris une telle gifle électorale. Et en plus, c'est dur de trouver le courage de siéger en hémicycle. Nous nous distinguons aussi bien sûr de cette majorité socialiste qui pourtant n'a que le mot démocratie à la bouche et qui n'a rien trouvé de mieux à faire à l'occasion de la dernière séance, à l'occasion précisément du vote du règlement intérieur. Eh bien les socialistes, leur proposition c'était réduire le temps de parole des conseillers régionaux. C'est réduire les possibilités de déposer des motions, alors que les motions sont particulièrement importantes pour la vitalité démocratique dans une assemblée, parce que les motions permettent à tout élu de mettre sur la table un dossier qui n'a pas été abordé à l'ordre du jour. Eh bien, les socialistes ont décidé de museler les oppositions et de museler surtout les contributions des oppositions en diminuant en limitant en fait le nombre de motions à 2 par groupe et par séance. Donc vous voyez, on a 4 ou 5 séances par an, ça veut dire que nous pouvons faire entre 8 et 10 propositions seulement par an. Évidemment, pour une région aussi grande que la nôtre, avec autant d'habitants, donc c'est 6 millions d'habitants, avec autant de départements, c'est 12 départements, évidemment nous considérons que tout ceci est largement insuffisant et pas du tout à la hauteur. Et puis bien sûr, le contexte Covid n'aide pas à avoir des contacts, ne favorise pas les échanges, puisqu'il nous est particulièrement recommandé de siéger en visio. Or, nous considérons que pour faire un travail actif, pour vivre pleinement son mandat, eh bien nous plaidons pour que les séances se tiennent exclusivement en présentiel. Voilà. Voilà pour le petit propos introductif. Nous avons planté le décor. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous allons comparer le bilan d'Alain Rousset avec les propositions du Rassemblement national. Vous le savez, Marine Le Pen, elle a un slogan. Son slogan, c'est « Nous voulons rendre aux Français leur pays et leur argent ». Et nous, au Conseil régional, nous voulons rendre leur région aux Néo-Aquitains et nous voulons aussi leur rendre leur argent. Donc, première partie, rendre aux Français leur pays. Eh bien, oui, beaucoup de Français déplorent aujourd'hui l'immigration massive qui gangrène notre pays. Et nous appelons les responsables des collectivités locales à arrêter les pompes aspirantes. Voilà, il y a trop d'immigration en France et un des moyens de limiter l'immigration en France, c'est de couper les pompes aspirantes. Sauf que les socialistes, suivis de très près par les macronistes et évidemment par les écolos, même les écolos pensent que les socialistes n'en font pas assez, et les républicains qui se couchent devant les socialistes comme d'habitude, eh bien ces socialistes décident de financer l'immigration. Alors par quels moyens ? Par le biais de la culture, par exemple. Ils ont décidé, au moment de la crise afghane, d'accorder une subvention de 30 000 € pour favoriser l'intégration des artistes afghans. Pardon, mais nous, au Rassemblement national, nous sommes très conscients que le monde de la culture, que les artistes ont particulièrement souffert pendant cette crise Covid, et donc nous aurions voulu que les fonds régionaux aillent en priorité aux artistes et au monde de la culture français.
Ensuite, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine finance, en tout cas encourage l'immigration par le biais de la formation professionnelle. Donc là, je vais vous donner un seul exemple. Nous avons plusieurs dispositifs de formation professionnelle et il y en a un qui est destiné à ce qu'on appelle français langue étrangère, voilà, le FLE. Et donc, depuis 4 ans environ, ce sont 10 millions d'euros qui sont consacrés chaque année pour que les migrants, pour que les étrangers apprennent le français. Et nous déplorons qu'en France aujourd'hui, et par conséquent en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, nous en soyons réduits à exporter les bac-5 et à importer les bac+5 et même importer les gens qui ne parlent pas le français. Voilà. Après, un autre sujet avec lequel nous nous opposons au Conseil régional, eh bien, c'est le sujet qui concerne les paysages. Et là, bien sûr, je vais vous parler des éoliennes qui pullulent dans notre région, alors que les gens ne veulent plus d'éoliennes. Et ils ont raison, parce que quelles sont les conséquences d'une éolienne? Déjà, c'est une aberration écologique. C'est une aberration économique aussi. Cela crée une énergie intermittente, ça porte atteinte aux chasseurs, aux agriculteurs, et puis surtout, tout le monde sait que quand vous avez une éolienne à côté de votre maison, eh ben votre maison, elle ne vaut plus rien. Alors, quelle est la responsabilité du Conseil régional en matière d'éoliennes? Eh bien, le Conseil régional a voté un schéma qui s'appelle le SRADET. Donc, le SRADET, ça veut dire Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Eh bien, ce SRADET indique que la puissance électrique... En fait, on doit augmenter la puissance électrique en Nouvelle-Aquitaine parce que nous sommes en retard par rapport aux autres régions, en retard en fonction des critères de l'Union européenne. Et ce SRADET indique aussi que donc non seulement la région Nouvelle-Aquitaine est en retard par rapport aux autres régions, mais ce SRADET dit qu'il faut organiser un rééquilibrage infra-régional. Ça veut dire que évidemment, on ne pourra pas aller déplanter les éoliennes qui sont représentées de manière beaucoup trop massive dans les Deux-Sèvres et en Vienne, par exemple. Donc, on ne va pas aller déplanter ces éoliennes pour aller les planter dans des départements où, pour l'instant, heureusement, il n'y en a pas. Je pense, par exemple, à la Gironde. Donc, sur ce SRADET, lorsqu'il a été voté sous l'ancienne mandature, les élus du Rassemblement national ont été les seuls à s'y opposer. À l'occasion de la dernière séance, nous avons dû valider ou pas, parce qu'il pouvait y avoir des modifications de ce SRADET. Et là, donc, tous les groupes politiques, bien sûr à part le nôtre, ont décidé de donner quitus, voilà, de valider le vote en faveur de ce SRADET. Alors, si vous voulez, quand nous, les élus du Rassemblement national, on est sur le terrain, parce qu'on manifeste aux côtés des agriculteurs, aux côtés des habitants de la ruralité, aux côtés de ces petits propriétaires qui ne veulent pas d'éoliennes à côté de chez vous, ben écoutez, nous, ça nous fait doucement rire quand on voit parfois, de temps en temps, quelques élus qui appartiennent au groupe socialiste, écologiste ou républicain qui viennent manifester. Bon, voilà, c'est une fois de plus la duplicité de ces groupes d'élus. Ensuite, je voulais vous parler, donc je vous ai parlé de notre pays, de nos paysages, maintenant je vais vous parler de nos paysans. Bien sûr, quand on pense paysans, on pense agriculture. Et puis particulièrement à l'actualité, c'est la grippe aviaire, voilà, qui impacte particulièrement le département des Landes. Donc nous, en 2017, notre groupe avait proposé une motion, à l'époque où on avait le droit d'en proposer beaucoup. Nous avons déposé une motion pour inciter à la vaccination des palmipèdes. Voilà, parce qu'on ne se contente pas de voir chaque année des centaines de milliers de canards qui sont tués, tout ça parce qu'on n'a pas de solution pour les protéger. Les mesures qui sont mises en place sont insuffisantes et donc nous plaidons pour la vaccination des canards parce que nous n'acceptons pas de voir ces éleveurs de canards, mais ces revendeurs, en tout cas toute cette filière agricole qui contribue à notre savoir-faire culinaire, à notre identité culinaire. Nous n'en pouvons plus de voir ce secteur d'activité souffrir. Donc, nous appelons instamment le président du conseil régional à travailler, à interpeller le ministre de l'Agriculture pour que l'on puisse vacciner les canards. Et en matière d'agriculture, nous avons déposé une motion il y a quelques semaines au sujet des normes européennes, en fait, qui s'appelle de la ferme à la fourchette. Donc en fait, c'est un titre plutôt sympathique, sauf qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe derrière cette norme européenne? Eh bien, c'est que
nous allons imposer de nouvelles formes d'agriculture à nos agriculteurs et finalement ils vont perdre en compétitivité, ils vont perdre en création de produits quelque part et donc tout ceci conduira inévitablement à la mort de nos agriculteurs. Je me rappelle que nos agriculteurs à la retraite vivent pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté, que beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui vivent également en dessous du seuil de pauvreté, qu'il y a malheureusement beaucoup trop de suicides d'agriculteurs chaque année, je crois que c'est 2 par jour, et de toute manière en Nouvelle-Aquitaine il y a un vrai problème avec l'agriculture doit être soutenue parce que depuis plusieurs années en Nouvelle-Aquitaine ce sont entre 4 et 5 exploitations agricoles qui ferment par jour. Donc nous au Rassemblement National nous proposons le localisme, la priorité nationale et nous voulons que dans les cantines eh bien, nous mangions beaucoup plus de produits locaux. Ensuite, je voulais aborder un point très important, une compétence majeure du Conseil régional, c'est la partie des infrastructures. Nous déplorons le choix idéologique d'Alain Rousset de ne pas mettre 1 euro sur les routes. Voilà, ça a été dit en commission par le vice-président au transport Renaud Lagrave. Le Conseil régional ne mettra pas 1 centime sur les routes. Donc, quelles sont les conséquences de ces décisions idéologiques? Eh bien, ça fait des années que nous avons une route très meurtrière, celle qui fait la jonction entre Limoges et Poitiers. Eh bien, c'est une route qui est délabrée avec beaucoup de camions, une route très accidentogène. Et donc, nous, au Rassemblement National, nous disons qu'il faut urgemment passer la voie Limoges-Poitiers en 2 fois 2 voies. Et puis, en matière de route, nous avons évidemment une pensée pour les habitants du Lot-et-Garonne qui ont vu il y a quelques mois arriver Jean Castex autour d'Agen, qui avait promis la mise en place, le déblocage de fonds pour mettre en place le barreau de Caméla pour éviter que les habitants de l'agglomération d'Agen soient dans les bouchons. Il manquait une petite rallonge de quelques millions d'euros que le Conseil régional aurait largement pu mettre sur la table. Le Conseil régional, idéologiquement, a refusé. Donc, il manquait quelques millions, je sais plus, je crois que c'était 8 ou 9 millions, voilà 18 millions. Merci à ma collègue Lot-et-Garonnaise de suivre ce dossier de très près. Donc voilà, donc sur un budget transport d'environ 900 millions d'euros à la région, eh bien la région a refusé par choix idéologique la rallonge de 18 millions d'euros qui aurait permis de changer le quotidien de beaucoup de Lot-et-Garonnais. Ensuite, je voulais évidemment faire un point sur la question des petites lignes. Donc nous entendons l'exécutif qui nous explique qu'ils investissent massivement dans la rénovation des petites lignes parce qu'elles sont dans un état déplorable. Alors pardon de rappeler que ça fait 23 ans qu'ils sont en responsabilité, donc nous aurions aimé qu'ils se rendent compte un peu plus tôt que le réseau ferré de la Nouvelle-Aquitaine était le 4e réseau ferré le plus mal entretenu de France. Et puis bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de rappeler l'insécurité majeure qui gangrène les trains. Il ne se passe pas une semaine sans que tous les syndicats et même la CGT cheminot déplorent le nombre d'agressions et l'insécurité qui règne dans les TER. Il y a quelques semaines, c'était sur la ligne Bordeaux-Arcachon et d'une manière générale, il y a de gros problèmes dans les trains, si bien que il y a un sondage qui a été réalisé par les habitants sur le secteur d'Angoulême et il est dit que 55% des femmes à Angoulême ne se sentent pas en sécurité dans les transports. Voilà. Face à ça, comment répond l'exécutif ? Écoutez, ils répondent pas grand-chose. Ils se déchargent de cette responsabilité et ils estiment que ça n'est pas de leur ressort. Moi, je rappelle que pendant la campagne, nous avions proposé dans notre programme que la région devait dégager une enveloppe pour investir massivement dans la formation et dans le recrutement de personnel de sécurité, parce que quand on s'occupe des TER, il faut s'en occuper totalement. Et je pense que le premier service public qu'on peut rendre aux usagers, c'est qu'ils se sentent en sécurité, et particulièrement les femmes, dans les trains. Voilà. Un dernier point sur la question de la politique de la ville. Qui est très très mal géré par le Conseil régional, qui est évidemment dans l'idéologie. Nous voulons que les crédits politiques de la ville servent à assurer la sécurité des citoyens. Et donc nous voulons par exemple utiliser ces crédits politiques de la ville pour la rénovation des commissariats ou alors pour être aux côtés des policiers, parce qu'avec ces crédits, nous pouvons par exemple leur acheter des gilets pare-balles. Et quand on sait que les policiers
sont victimes de 85 agressions par jour et que depuis le début de l'année, nous déplorons le suicide de 10 policiers, nous pensons que ces crédits devraient être en priorité alloués à la protection de ceux qui nous protègent. Et puis, cette implantation de caméras aurait permis d'éviter le nombre incalculable de voitures qui ont flambé, par exemple, dans les quartiers politiques de la ville, le soir du 31 décembre. Donc là, je pense à quelques voitures qui ont brûlé du côté de Limoges, et puis en Gironde, sur la commune de Lormont, par exemple. Voilà, donc nous dénonçons l'aveuglement idéologique des socialistes qui... Ah, ça a coupé, non. Donc, et c'est pour ça que nous voulons rendre aux Néo-Aquitains leur région. Et donc, comme je l'ai dit, nous voulons aussi rendre aux Néo-Aquitains leur argent. Alors là, j'ai aussi pas mal de choses à vous dire. La première chose, c'est que Alain Rousset avait oublié de nous dire qu'il serait un président anti-pouvoir d'achat. Parce que à peine élu, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé d'augmenter le matraquage fiscal sur les contribuables. Je vais vous donner quelques exemples. Voilà. Alain Rousset a décidé, a considéré que les automobilistes étaient des vaches à lait. Je vais vous donner plusieurs exemples. À l'occasion de la fusion des régions, le prix de la carte grise, le prix du cheval fiscal pour les cartes grises a augmenté. Il n'a pas souhaité le baisser, si bien qu'aujourd'hui, le prix du cheval fiscal en Nouvelle-Aquitaine, c'est 41 €. Et puis, la région dispose d'un autre levier fiscal sur les carburants. Ça s'appelle la TICPE. En fait, vous avez une part régionale de la TICPE Grenelle qui est modulable, qui est plafonnée. Et donc, ici en Nouvelle-Aquitaine, les socialistes ont décidé de mettre au plafond cette part régionale Grenelle de la TICPE. Ensuite, Alain Rousset avait oublié de nous dire qu'il serait le président anti-famille. Parce qu'à peine élu, il a décidé d'augmenter le prix des cantines, le prix des internats, le prix des bus scolaires, du ticket du bus scolaire, et aussi le prix du ticket du TER. Et enfin, leur dernière trouvaille, elle concerne la LGV. Donc je vais rappeler la position du Rassemblement national. Nous avons décidé de soutenir cette LGV parce que nous considérons qu'elle contribue au désenclavement des territoires ruraux et à un aménagement territorial équilibré. Sauf que nous n'acceptons pas la proposition de financement qui est un peu sortie du chapeau à la dernière minute par le gouvernement, qui a dit que cette ligne serait financée par les collectivités au moyen de taxes supplémentaires. Donc la TICPE, donc en fait je disais qu'Alain Rousset s'était fourvoyé dans un choix idéologique qui consistait à taper sur les automobilistes et surtout à les taper au portefeuille, puisqu'il a refusé de baisser le prix du cheval fiscal pour les cartes grises et surtout qu'il a décidé de mettre au plafond autorisé la part régionale de la TICPE. Voilà. Après, je disais que Alain Rousset avait aussi oublié de préciser qu'il serait le président de l'anti-famille, puisqu'il a décidé, à peine élu, d'augmenter plusieurs tarifs, et des tarifs qui auront des répercussions importantes sur le budget des familles. C'est le tarif des cantines, des internats, du prix du ticket de TER et aussi du prix du ticket de bus, notamment du bus scolaire. Voilà. Et je disais que le pompon, c'était par rapport à la LGV. Donc j'en profitais pour rappeler la position du Rassemblement national sur la LGV. Je disais que nous étions favorables à ce projet structurant au nom du désenclavement des territoires ruraux et au nom d'un aménagement territorial équilibré. Par contre, nous nous sommes fermement opposés à la proposition de financement. Nous considérons que cette ligne doit être financée par l'État et par l'Union européenne, et donc nous dénonçons le choix qui a été fait de la part du gouvernement de permettre aux régions et aux collectivités de rajouter des taxes. Et en fait, ces taxes, elles vont impacter à la fois les particuliers et à la fois les entreprises. Quand je dis les particuliers, en fait, c'est une taxe qui va être une taxe additionnelle qui va impacter donc le foncier bâti, donc en fait les propriétaires. Mais on sait très bien que les propriétaires qui louent leurs biens répercuteront forcément cette taxe supplémentaire sur les locataires. Donc c'est pour ça que les particuliers, qu'ils soient propriétaires ou locataires, vont être impactés par cette surtaxe.
Et aussi, les entreprises vont être impactées par cette taxe puisqu'ils ont décidé de mettre en place un genre de taxe bureau, et qui va forcément pénaliser la compétitivité des entreprises, alors que beaucoup de nos entreprises françaises ont déjà été très durement impactées par le Covid, et certaines entreprises très injustement, puisqu'elles ont été qualifiées de non essentielles pour certaines, et que certaines aujourd'hui sont encore fermées. Je pense par exemple aux discothèques. Donc en fait, toutes ces taxes supplémentaires vont avoir un impact très significatif sur le budget des familles néo-aquitaines, parce que nous avons estimé cette spoliation fiscale à environ 100 euros par an. Voilà, 100 euros par an par foyer, en plus des taxes communales, intercommunales, départementales, nationales. Bon, c'est pas pour rien que la France est le pays le plus taxé au monde. Et nous considérons que ces surtaxes sont particulièrement malvenues, d'autant plus que vos confrères de Sud-Ouest ont révélé il y a quelques semaines que 84% des néo-aquitains estimaient avoir perdu du pouvoir d'achat. Voilà, donc l'instauration de ces taxes est particulièrement malvenue. Voilà. Ah oui, et puis un dernier point sur la politique qui est mise en place par le Conseil régional et que nous, évidemment, nous n'appliquerions pas, c'est la coopération internationale. On dirait que la Nouvelle-Aquitaine est très riche et que tout le monde va bien, que nous n'avons pas de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, que nous n'avons pas d'entreprises qui ferment, que nous n'avons pas d'étudiants qui souffrent. Donc en fait, eux, je sais pas, ils vivent peut-être dans le déni, mais en tout cas, ils ont décidé de faire un choix politique que nous contestons. C'est celui de distribuer l'argent des néo-aquitains partout dans le monde. Donc nous avons une coopération internationale qui n'a rien de coopératif, puisque c'est à sens unique. C'est l'argent des néo-aquitains qui va dans ces pays étrangers. Je pense par exemple à Madagascar, au Burkina Faso, au Sénégal. Donc nous avons je vous donne un exemple. Voilà, donc à Madagascar, à l'occasion de la dernière commission permanente, nous avons attribué une subvention de 200 000 euros au nom de la coopération agricole. Pardon, mais comme je l'ai dit, avec la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos agriculteurs, nous aurions préféré que ces 200 000 euros soient destinés avant tout aux agriculteurs néo-aquitains. Et donc, pour faire clair, nous voulons favoriser plutôt le Médoc que le Maroc. Et donc le dernier point, je vais vous parler bien sûr d'actualité nationale, parce que évidemment en campagne présidentielle je ne pouvais pas m'empêcher de faire un mot sur le dévouement, sur la disponibilité de nos élus, parce que donc notre groupe de 26 élus est avant tout un groupe de 26 militants. Voilà, nous sommes très présents sur le terrain. Je vous annonce que nous serons tous ce week-end présents à Reims pour le grand lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen. C'est la convention présidentielle qui a lieu qu'une fois tous les 5 ans. Cette année, c'est samedi à Reims. Donc tous les élus du Rassemblement national iront bien sûr soutenir Marine Le Pen. Je vous annonce au passage que l'intégralité de nos élus ont apporté leur parrainage à Marine Le Pen et que tous nos élus sont depuis plusieurs mois sur le terrain pour rencontrer les maires. Parce que nous avons un problème, c'est celui des parrainages. Voilà, je vous le dis, nous n'avons pas encore nos parrainages. Et imaginez si Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter à l'élection présidentielle, ce serait évidemment un scandale démocratique, puisque je rappelle qu'elle est arrivée au second tour la dernière fois, qu'elle a recueilli 11 millions de voix et qu'aujourd'hui, elle est non seulement dans toutes les intentions de vote qualifiée au second tour, mais qu'en plus, c'est la seule en capacité de battre Emmanuel Macron. Donc tous nos élus sont sur le terrain pour aller à la rencontre des maires, pour leur indiquer que nous avons besoin d'eux, que parrainer, ça n'est pas adhérer au Rassemblement national et qu'ils ont un devoir. Leur devoir, c'est celui de ne pas s'abstenir et celui de parrainer un candidat. Voilà, donc il nous reste encore quelques jours puisque tous les parrainages doivent être arrivés au Conseil constitutionnel le 4 mars. Voilà, donc il nous reste encore quelques jours pour appeler les maires à se saisir de cet enjeu démocratique qui n'arrive qu'une fois tous les 5 ans. Voilà. Je voulais aussi vous dire que donc tous nos élus sont très mobilisés sur tout le terrain, sur tous les terrains. Avec les militants, nous allons coller nos affiches et nous allons bien sûr participer à la grande opération nationale qui s'appelle, j'imagine que vous en avez entendu parler, qui s'appelle l'opération 5000 marchés.
C'est-à-dire que partout en France, il y aura des militants du Rassemblement national pour distribuer les tracts sur les marchés. Et je vous annonce qu'en Nouvelle-Aquitaine, nous allons très prochainement inaugurer le bus de campagne. Donc nous avons décidé avec la direction de campagne de mettre en place un bus logoté, un bus Rassemblement national par région. Et donc bien sûr, la Nouvelle-Aquitaine aura aussi son bus. Donc je vous annonce que l'inauguration du bus aura lieu le jeudi 10 février, ici même, sur les coups de 15h, en présence de Jordan Bardella. Donc ce bus circulera dans toute la région jusqu'au vendredi soir qui précède le premier tour, et donc nous irons dans tous les départements. Donc naturellement nous vous enverrons le planning, en tout cas nous vous préviendrons quand nous viendrons dans vos départements pour que vous puissiez voir ce bus de campagne. Voilà, donc j'en ai terminé. Bien sûr, je vais me tenir à votre disposition. Nous allons tous nous tenir à votre disposition pour les questions. Mais l'idée générale, voilà, c'est que nous sommes à la hauteur des attentes de nos électeurs, et surtout tout démontre en Nouvelle-Aquitaine et en France que le Rassemblement national a eu raison sur tout, que ça soit en matière de sécurité, d'immigration, de pouvoir d'achat et de priorité nationale. Donc nous sommes plus que jamais enthousiastes et galvanisés pour les 6 années de mandat qu'il nous reste. Voilà, merci pour votre attention et je me tiens bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Ah, Monsieur Denéchaud. Il y a une question là. Ah oui, je vois Monsieur Denéchaud qui... Voilà. Bonjour. Bonjour. J'avais 2 questions assez vite. Quand vous avez parlé dans votre propos sur l'immigration, vous avez donné des exemples de l'action de formation professionnelle et le français en langue étrangère. Oui. Vous avez dit que c'était 10 000 par an qui étaient développés. Oui. C'est à l'échelle nationale ou régionale ? Ah non, là c'est que pour la région. Alors c'est peut-être même plus, je vais vous dire, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont difficiles à... Enfin en fait, il y a beaucoup d'actions qui sont difficiles à cerner totalement. Donc pour être sûr de notre coût, nous avons décidé de partir sur cette estimation très basse. En fait, c'est plutôt 48 millions d'euros sur les 4 dernières années. Donc voilà, donc j'ai préféré vous dire 10 millions d'euros. Et ça, en fait, c'est juste pour un seul dispositif. C'est pour le dispositif français langue étrangère. Mais après, il y a beaucoup d'autres dispositifs qui sont mis en place à la faveur des migrants. Et d'ailleurs, il y a parfois, on voit des délibérations passer et c'est écrit noir sur blanc que nous allons former des migrants. Voilà, mais ça, ce sont encore d'autres dispositifs. Mais comme on n'a pas tellement le temps, je voulais vous parler d'un seul en particulier, quoi. Voilà. Et après, ma deuxième question, c'était concernant la 2x2 voies Limoges-Poitiers. Oui. Alors, je me trompe peut-être, mais il me semble que la 2x2 voies pour désenclaver Limoges et Poitiers, c'était aussi un projet d'Alain Gousset. Donc, sur le fond, vous êtes d'accord, mais peut-être pas forcément sur la forme ou sur la temporalité, c'est ça ? Disons que, en fait, je rappelle que M. Rousset est là depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, moi, je veux bien qu'on ait des projets au bout de 20 ans, mais je voudrais surtout aussi qu'on ait des résultats, vous voyez. D'autant plus que c'est peut-être une promesse qu'il a enterrée, puisque c'est ce que je disais en fait en commission. Ils ont indiqué qu'ils ne mettraient pas un centime sur les routes. Voilà, ils se sont contentés de mener à bien les actions qui avaient été financées par l'ancien CPER, mais c'est terminé. Voilà. Donc tout ça résulte vraiment d'un choix idéologique qui décide de stigmatiser les automobilistes et qui, au final, stigmatise la ruralité. Parce que Monsieur Denéchaud, il est de Haute-Gironde, comme moi, donc du coup, on sait très bien que pour aller de Saint-Savin, en l'occurrence, jusqu'à Bordeaux, il nous faut des infrastructures routières. Donc c'est vrai que j'aurais pu parler du grand contournement également, mais là, je voulais aussi parler de tous les départements. C'est pour ça que je me suis focalisée sur Limoges-Poitiers. Mais la route, quand on vit dans la ruralité, c'est une nécessité. Voilà, on peut pas aller travailler en trottinette électrique, et quand on va aller chercher les enfants à l'école, au foot ou etc., on a besoin de se déplacer en voiture, et surtout on a besoin d'avoir des routes adaptées aux besoins des transports, et surtout des routes sécurisées. Voilà. Oui, monsieur. Oui, sur la Limoges-Poitiers, il y a une concertation, une commission du débat public qui a démarré là-dessus, sur le scénario d'une autoroute concédée qui fait que ça
ce serait financé sur fonds privés. Là-dessus, vous êtes hostile à ce principe-là ou... Oui, non, en fait, nous, avec Marine Le Pen, nous avons rappelé que nous étions pour la renationalisation des autoroutes. Donc, en fait, on va pas... Parce que nous considérons, en fait, que la privatisation des autoroutes a été une bêtise sans précédent. Non seulement les autoroutes sont pas particulièrement bien entretenues, mais surtout, leur prix augmente chaque année. Voilà. Donc, nous, quand nous disons que nous voulons rendre du pouvoir d'achat aux Français... quand nous disons que nous voulons rendre du pouvoir d'achat aux Français, ça veut dire aussi que nous voulons donc mettre en place des dispositifs comme celui de la renationalisation des autoroutes pour faire baisser le prix du péage. Donc vous comprenez bien que d'un côté, on ne peut pas être pour la baisse du prix des péages et d'un autre côté, dire on va mettre un péage. Voilà. En fait, tout ça, toute la question de la mobilité, des infrastructures de transport, nous considérons que ça fait partie de l'aménagement du territoire. Et donc l'aménagement du territoire doit être d'une compétence nationale, quoi. Vous voyez, si on fragmente ça, si on donne ça aux régions, forcément les régions, même si elles ont beaucoup de budget, elles n'auront pas autant de budget que l'État. Donc c'est pour ça que nous disons que c'est un sujet un sujet national que l'aménagement du territoire. Donc voilà. Donc nous voudrions des routes qui en effet soient pas payantes parce que comme je l'ai démontré, les automobilistes ne sont pas des vaches à lait. Enfin, nous voudrions qu'ils ne soient pas des vaches à lait. Ça a d'autres petites mains. Ah oui, pardon. Désolé. Pour enchaîner sur la question d'aménagement du territoire, moi je ne saisis pas très bien votre position sur la LGV à la lueur de ce que vous dites par ailleurs sur la protection des paysages ou sur le désenclavement des territoires. Il y a beaucoup d'élus de terrain qui sont contre la LGV pour ces raisons-là, en disant que ça profite surtout aux métropoles et que ça va détruire, le projet GPSO va détruire par exemple 5 000 hectares agricoles ou d'espaces protégés. Donc voilà, En fait, il y a beaucoup d'élus, mais c'est surtout des élus Europe Écologie Les Verts ou alors les élus qui sont très concernés par le passage de la LGV. Mais si vous voulez, en fait... Dax, c'est pas spécialement... Pardon ? L'agglo de Dax, par exemple. Oui, mais parce qu'eux, ils veulent pas payer, en fait, c'est pour ça. Mais je trouve que c'est... Donc en fait, comme ils veulent pas payer, ils décident de trouver un peu tous les arguments. Nous disons, donc je vais vous expliquer pourquoi nous disons que ça fait partie du rééquilibrage territorial, c'est que, déjà, premièrement, on va pas être égoïste. Nous, on est très contents de pouvoir avoir la LGV Bordeaux-Paris en 2 heures. Donc nous estimons normal que les Toulousains... Toulouse, c'est une des plus grandes métropoles de France. Il faut 4 heures ou 5 heures pour aller à Paris. Et ensuite, vers le sud, c'est pareil. Il faut en fait rapprocher ces territoires de Bordeaux, rapprocher ces territoires de Paris, mais il y aura aussi des gares intermédiaires. Et autour de ces gares intermédiaires, nous pourrons mettre en place quelques industries ou alors des genres de garages pour entretenir les trains. Et donc tout ceci va apporter, aura clairement un avantage économique. Voilà. Donc nous n'opposons pas la LGV et les TER. Nous disons bien sûr qu'elles sont complémentaires. Mais là, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y aura un projet LGV qui va impacter clairement le pouvoir d'achat des familles. Voilà. Et donc en fait, c'est sur le financement que nous sommes absolument opposés à ce que nous explique Alain Rousset, quoi. Voilà. Du coup, de mèche avec le gouvernement, parce qu'en fait, c'est un amendement du gouvernement qui a dit donc on va permettre aux collectivités de prélever une taxe. Voilà. Le gouvernement, une fois de plus, se décharge, se défausse sur les collectivités. Les 100 € dont vous parlez tout à l'heure, c'est ces deux taxes-là, c'est ça? Oui, c'est ça. TSE et taxe sur les bureaux. Oui, c'est ça.